le but de cette conférence, c'est d'une part de vous présenter les grandes conclusions de l'étude de l'Observatoire cette année. Comme on le fait chaque année, on vous restitue les grands éléments et les grandes analyses. Et puis, nous avons une belle table ronde avec 5 intervenants. Et le but du jeu, c'est de les faire intervenir au fur et à mesure de leur... voilà, les slides arrivent, c'est super. Au fur et à mesure des grands sujets de la soirée. Nous sommes ensemble pour 2 heures. Sachant que l'idée, c'est de faire effectivement ces différents échanges de la table ronde. Et à la fin, on prendra quelques questions que vous pouvez poser dans le chat qui est en haut à gauche. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. C'est le peu d'interactivité qu'on essaye de faire dans ces conditions qui sont assez particulières. Si on va sur la page suivante, ça sera un petit rappel de l'historique de nos observatoires. C'est la 11e édition cette année, plus 4 que nous avons fait en parallèle au Maroc. On appelle ça le baromètre du développement international là-bas. Donc, vous voyez, on a traité beaucoup de sujets, de comment je rentre dans un pays, comment j'en sors, comment je fais travailler les technologies à l'aide au développement international, la quête de sens, la RSE, la politique. Donc, plusieurs sujets ont été analysés au cours de ces différents observatoires. Vous noterez aussi que chez Bearing Point, on est un peu comme Picasso, on a des périodes différentes, on a la période rouge, la période verte, la période bleue. Ça, ce sont nos templates marketing, puisque chaque année est publié un livre blanc qui vous donne l'essentiel des éléments d'analyse de l'étude que nous avons menée. Celui de cette année sera publié demain, mais aujourd'hui, vous allez avoir quelques-unes des grandes conclusions et des grandes analyses issues du questionnaire de cette année. Donc, sur la page suivante, vous découvrirez que cette année, nous sommes revenus à la période verte, puisque notre couverture est verte. Et ce joli caméléon va vous parler des métamorphoses et comment les entreprises, notamment françaises, se réinventent en Afrique et pour l'Afrique, à travers 3 grands axes que nous avons analysés. La dynamique de la relation siège-filiale, en fait, les questions d'organisation, comment s'organise-t-on quand on veut adresser le marché africain. Deuxième grande question, plutôt autour des ressources humaines. Et là, il s'agit plutôt de voir la dimension valorisation du capital humain, recrutement, fidélisation, rémunération et gestion des hommes et des femmes dans les différentes filiales en Afrique. Et puis enfin, un dernier élément qui est toute une série de questions et d'analyses autour de l'innovation, et notamment comment on s'organise dans l'innovation, comment on se structure quand on veut innover en Afrique. Vous noterez d'ailleurs en bas, et cette fois-ci on le voit très bien, que nous avons un live tweet, hashtag ODI 2020, ODI 2020. Donc, ne pas hésiter à live tweeter, maintenant que ça fonctionne, sur la conférence. À la page suivante, au slide suivant, nous allons voir notre table ronde, donc ceux et celles qui vont intervenir au cours de cette conférence. Alors, je salue 2 personnes qui sont à Dakar. On va être galant, je commence par Laïssa Mouen, qui est fondatrice et PDG de Kinaya. Avec Laïssa, nous allons beaucoup parlé innovation et pas innovation. Elle est actuellement à Dakar, tout comme Alpha Bari, qui est le PDG de Atos en Afrique, aussi à Dakar. Allez, je continue par les internationaux. En fait, on ne l'a pas fait dans l'ordre, mais c'était presque voulu. Nous avons aussi Daouda Koulibaly, qui est à Abidjan actuellement. Alors, Daouda nous avait été recommandé par HEC, puisque c'est le président d'HEC Alumni à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est également le directeur général de la Tijari Wafa Bank en Côte d'Ivoire et le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Bonjour Daouda, depuis Abidjan. Et enfin, François-Xavier Ray, qui lui est au Maroc actuellement, à Casablanca, et qui est le directeur adjoint des ressources humaines et directeur de la transformation d'Orange Afrique. Et puis au milieu, on a les Parisiens, ceux qui sont à Paris, Paul Bourdillon, qui est le directeur général Afrique et Proche-Orient de Suez, et votre serviteur, donc Jean-Michel Huette, qui est aussi à Paris, ainsi que Mélissa, qui dans quelques minutes vous présentera les résultats de notre observatoire. Donc voilà les 5 intervenants de notre table ronde et qui réagiront aux 3 grandes questions, aux 3 grandes thématiques que nous avons développées au cours de notre étude de cette année, donc l'organisation, les ressources humaines et l'innovation. Sur la page suivante, de mémoire, voilà, le slide méthodologique. Pour une fois, des consultants ont fait simple, c'est pas toujours le cas. Juste vous rappeler que ce panel, en fait, c'est un panel qu'on suit depuis maintenant 10 ans, donc 300 entreprises françaises de tailles différentes, plus de 800 responsables, certaines entreprises ayant plusieurs personnes interrogées, que nous avons contactés par email, par entretien à distance, crise sanitaire oblige, afin de constituer ce panel, qui est un panel régulier, donc depuis maintenant une dizaine d'années, autour du développement international, avec cette année un focus particulier sur l'Afrique. Dès à présent, et je pense que si on va à la page suivante, nous allons vous présenter les premiers résultats de l'étude. Et l'idée, c'est de vous le faire par thématique. Donc d'abord l'organisation, puis les ressources humaines et enfin l'innovation. Et pour cela, je cède la parole à Mélissa, qui
qui a piloté l'Observatoire cette année et qui va vous présenter tout d'abord les grands résultats sur la partie modèle organisationnel. Mélissa, la parole est à toi. Merci Jean-Michel. Donc bonsoir à tous. Je vais donc vous présenter les principaux enseignements et grandes tendances sur ce volet dynamique organisationnelle entre les filiales et le siège. Si on peut repasser en mode plein écran, du coup. Je ne sais pas si c'est uniquement de mon côté, mais j'ai l'impression que la présentation n'est plus projetée. On te voit toi, ce qui me donne l'occasion de te saluer. Mais effectivement, à nos amis de Thomson de pouvoir diffuser les slides. Voilà, je pense que c'est bon. Parfait. Donc, si vous pouvez passer à la slide 7. Merci. Donc, on constate que les entreprises françaises privilégient les filiales comme mode d'implantation par rapport à d'autres modèles de type joint venture ou encore succursale. Donc, c'est vraiment la forme d'implantation qui est privilégiée et qui accélère leur expansion sur le continent et renforce leur ancrage dans les pays où elles développent leurs activités. Si on passe à la slide suivante. D'un point de vue structure capitalistique, par contre, les groupes français privilégient la proximité avec les maisons mères en termes de localisation des holdings Afrique. Donc, on constate quand même qu'une très large majorité des acteurs que nous avons interrogés enregistrent leur holding Afrique dans la même localisation que les maisons mères, groupes et donc en général en France. Si on passe sur la slide suivante. Donc là, nous nous sommes interrogés plutôt sur la posture des directions Afrique par rapport à leurs filiales. Et le constat quand même est assez clair, c'est que les directions Afrique sont très impliquées, que ce soit d'un point de vue définition des orientations stratégiques, mais également suivi opérationnel de leurs filiales. Donc, c'est une posture que nous avons qualifiée de contrôleur des opérations et vous constatez donc que 87% des entreprises de l'échantillon se reconnaissent sur ce modèle-là, par opposition à des modèles plutôt orientés sur un suivi purement stratégique et financier d'un portefeuille de filiales. Si on peut passer à la slide suivante, où là, nous nous sommes plutôt interrogés sur l'organisation finalement sous-régionale. Donc, la slide précédente montrait que finalement, les directions Afrique étaient très impliquées, très engagées dans le suivi de leurs filiales. Cependant, elles s'orientent de plus en plus dans leur organisation vers l'empowerment, donc vraiment la responsabilisation au niveau sous-régional, et ça se traduit finalement par le renforcement des prérogatives de filiales chefs de file au niveau sous-régional, donc avec l'Afrique est découpée en grandes plaques, sans surprise que vous reconnaîtrez là sur la carte. Je mettrai plutôt l'accent sur les pays qui font un peu figure d'exception, notamment l'Égypte, qui va très souvent être attachée au Moyen-Orient ou à une zone Middle East North Africa lorsqu'elle existe. Et ensuite, on va avoir des pays qui vont avoir un rattachement non pas géographique, mais plutôt en termes de proximité linguistique, tels que les pays lusophones, qui vont souvent être pilotés depuis le Portugal, et également les pays anglophones, tels que le Nigeria et le Ghana, qui vont être rattachés géographiquement plutôt à la zone Afrique australe, du fait de la proximité linguistique avec l'Afrique du Sud notamment. Si on passe à la slide suivante. Nous nous sommes également interrogés sur la logique d'excellence opérationnelle dans les filiales françaises en Afrique. Donc là, on constate une grande marge de progression en termes de mutualisation de ressources, parce qu'aujourd'hui, 40% des acteurs que nous avons interrogés se sont inscrits dans cette logique-là en mettant en place des centres de ressources mutualisés, le plus souvent des centres de services partagés et ou des centres d'expertise plutôt orientés métiers. Donc Jean-Michel, je vais te passer la parole pour
interroger nos panélistes et avoir leurs approfondissements sur ces thématiques organisationnelles. Merci beaucoup, Mélissa. On peut passer à la page suivante. Merci beaucoup, Mélissa. Bon, évidemment, encore une fois, on ne voulait pas vous abreuver le chiffre dans le livre blanc qui sortira demain. Il y aura plus de détails. Mais c'était donner quelques éléments de base de réflexion. Moi, je voudrais d'abord peut-être faire réagir Paul Bourdillon, directeur général Afrique et Proche-Orient de Suez. Comme vous voyez, que les entreprises françaises sont très dans un modèle organisationnel qui est très, très filial, très classique. Est-ce que ça correspond finalement à ce que vous vivez chez Suez ou est-ce que vous êtes un peu différent en termes d'organisation? Et ma question porte à la fois sur l'Afrique et savoir si chez Suez, finalement, l'organisation de l'Afrique, c'est comme les autres continents, l'Asie, l'Amérique latine, l'Europe, ou s'il y a des exceptions africaines chez vous en termes d'organisation. Paul, donc il faut se démuter pour mémoire. J'espère que j'ai réussi à démuter des deux côtés. C'est bon, merci. Bonsoir à tous, merci Jean-Michel. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à l'Observatoire du développement international de m'avoir invité à participer ce soir à ce bel événement. Donc, je suis le directeur général de Suez pour la région Afrique-Proche-Orient. Donc déjà, ça fera peut-être une petite partie de la réponse à la question, déjà avec la description du périmètre. Bon, je pense que peut-être que vous connaissez tous un petit peu Suez parce qu'on est beaucoup dans la presse en ce moment, mais je voudrais juste faire quelques petits rappels sur le sujet. Suez, c'est un des leaders mondiaux dans les services à l'environnement. On est présent dans deux activités principalement. Une activité dans le cycle de tout ce qui est de la gestion de l'eau et de l'assainissement d'un côté, et puis de l'autre côté, une activité de gestion de déchets. On est présent sur les 5 continents, on a 90 000 collaborateurs dans le monde et l'année dernière, on a fait un chiffre d'affaires de 18 milliards d'euros. Si je fais un petit focus plus sur la zone Afrique, sur la zone Afrique, c'est plus de 70 ans d'histoire parce qu'on a démarré en Afrique en 1948 avec la construction d'une première usine en Égypte. Une usine d'eau potable. D'ailleurs, depuis ce moment-là, Suez a été très présent dans la construction d'infrastructures d'eau et d'assainissement parce qu'on a construit plus de 500 usines sur tout le continent. Ça, c'est un premier métier de construction et exploitation de grandes infrastructures dans l'eau et l'assainissement. On a un deuxième métier qui se développe de plus en plus dernièrement, qui est un métier de service à long terme sur les métiers de l'eau et de l'assainissement. On a notamment un contrat de gestion de l'eau et de l'assainissement et de l'électricité sur Casablanca depuis plus de 20 ans, un autre contrat auprès des autorités à Alger depuis 15 ans, et un grand contrat que je pourrais citer qu'on vient de démarrer depuis le 1er janvier de cette année pour gérer toute la production et la distribution de l'eau potable sur le Sénégal pendant les 15 prochaines années. Donc ça, c'est des grands contrats à long terme de gestion déléguée auprès des autorités, auprès des collectivités. Ce qui est important de dire, parce que évidemment, ça a impacté la manière qu'on s'organise chez Suez. Troisième activité de gestion de déchets, on est notamment dans l'activité auprès d'industriels. Par exemple, les Renault, des PSA, des Danone au Maroc sont très implantés, et donc on gère tous leurs déchets. Et on est aussi sur l'activité de gestion de tout ce qui est traitement de déchets. Enfin, je pense que c'est important de souligner une autre activité complémentaire qui est toute une activité décentralisée, on appelle ça les unités compactes, qu'on livre dans des villes secondaires ou des villages d'Afrique pour fournir des solutions d'eau potable à des villages qui n'en avaient pas jusque-là, avec des entités qui sont capables de traiter de manière autonome l'eau localement. Ces activités-là, on est en train de les développer notamment dernièrement en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Ghana. Donc tout ça pour vous dire une grande panoplie d'activités différentes avec des contextes différents. Notre activité principale, c'est d'être opérateur, c'est l'expertise de Suez, c'est d'opérer à long terme, et donc on s'organise pour pouvoir remplir cette stratégie d'être opérateur. Juste quelques chiffres, on est dans une douzaine de pays, on a 6 000 collaborateurs sur le continent et on fait de l'ordre d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Si j'essaie maintenant de rentrer un petit peu, j'espère que je ne prends pas trop de temps, si j'essaie de rentrer un petit peu dans la question, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous, finalement, comme on a différentes activités, on a différentes organisations. Jean-Michel et Mélissa disaient c'est plutôt des filiales. En fait,
qu'on fait du service à long terme, donc on s'installe dans un pays pour 10, pour 15, pour 20 ans, là, effectivement, on va mettre en place une filiale pour gérer l'activité. Si on est plutôt dans des activités de construction, exploitation d'infrastructures, là, finalement, on va fonctionner avec une organisation un petit peu différente parce qu'on va plutôt travailler au travers de succursales. Donc finalement, on a un petit mélange d'activités un petit peu différent que ce que dit l'étude, même si effectivement, pour le long terme, on pousse plus vers l'activité de service. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, nous, finalement, notre siège est à Paris. On est bien installé à Paris pour la zone Afrique-Proche-Orient, donc ça correspond apparemment à la conclusion principale de l'étude. Même si on est en train d'aller vers une structure où finalement certaines fonctions importantes peuvent être suivies à Paris, mais on délègue de plus en plus un certain nombre d'activités sur le terrain. Finalement, à Paris, on pilote la stratégie, on va piloter un certain nombre de sujets clés comme la finance, la santé, sécurité et sans doute tout ce qui est le développement durable. Et on va de plus en plus pousser vers le fait que les filiales soient de plus en plus autonomes dans leur gestion sur le terrain. Enfin, dernier point que vous avez cité, c'est quel modèle. Donc, je pense qu'à répondre à ça, on a dans certaines de nos activités un rôle de contrôle d'opération, mais c'est vrai que plus nos filiales sont sur le terrain depuis 10, 15, 20 ans, plus elles deviennent totalement autonomes, plus elles vont devenir plus dans un modèle que vous avez appelé contrôle stratégique financier. Donc, on va avoir un certain rôle, mais on ne va pas entrer dans le détail de la même manière. D'ailleurs, ces filiales-là, qui deviennent de plus en plus autonomes, elles vont développer un certain nombre de fonctions parce qu'elle a les moyens, parce qu'elle a la vision long terme, parce qu'il y a des règles juridiques contractuelles localement, parce que son marché est mature. Donc, elle va s'adapter finalement à la situation locale et devenir de plus en plus autonome dans sa gestion. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Évidemment, l'assistance technique dans notre métier est absolument clé. Donc comment on appuie nos filiales avec l'expertise technique est au cœur de notre modèle. Bon, à la fin, le plus important de tout, si je peux le dire, c'est les décisions sont prises au bon endroit et dans l'intérêt des clients. Et donc, on cherche une organisation qui correspond à cette réalité-là. Et deux questions par rapport à ça. Vous avez décrit qu'il y avait plein d'activités différentes chez Suez. Est-ce que c'est une filiale par pays ou une filiale par activité par pays? Il y a des entreprises, je pense à CFAO, c'est une filiale par pays, par secteur d'activité, et pas une seule pour tout le pays. C'est quelque chose qui est différent selon vous dans votre organisation? Alors, là aussi, il n'y a pas une réponse. On essaie d'avoir des structures allégées qui fonctionnent le mieux, mais comme on est très souvent dans des partenariats, des structures différentes, on est un petit peu obligé d'adapter au contexte des projets, des partenaires. Des fois, comme on est dans des gestions déléguées, même les contrats de gestion déléguée nous imposent un certain nombre de règles. Donc, on va essayer d'avoir des optimisations et des structures qui font sens. En même temps, on va devoir répondre à un certain nombre de critères qui fassent que c'est pas toujours aussi facile de faire comme ça. Donc il y a un mélange des deux finalement. Et l'organisation de Suez en Afrique, est-elle la même quand Suez travaille en Asie, en Amérique, sur les autres zones géographiques où il y a des spécificités africaines? Alors, finalement, on a une organisation centrale et puis on essaie de structurer par pays. Et ça, c'est une vision globale au niveau de Suez. On est vraiment en train de focaliser sur des régions et en dessous des pays et des pays forts. Et on a vraiment un focus sur cette stratégie-là. Donc ça, c'est répété partout dans le monde. En revanche, là, on est un petit peu différent. Effectivement, je vous ai dit, notre siège est basé à Paris. La plupart de nos autres sièges à l'international, par exemple, la zone, donc moi je disais le Proche-Orient. Donc le Proche-Orient, c'est la Turquie, la Jordanie, le Liban. En revanche, notre zone Moyen-Orient est-elle basée à Dubaï? La zone Inde est basée à Delhi. La zone Asie, Chine est basée à Hong Kong, etc. Donc la plupart des autres zones sont finalement au sein des entités ailleurs, mais avec une petite différence, et je pense qu'il fait partie de la complexité de l'Afrique, c'est que finalement, dans ces zones-là, il y a souvent un grand pays au centre et puis un certain nombre d'autres pays autour. Alors que l'Afrique, avec ses complexités, ses 54 pays, etc., peut-être à une complexité qui n'est pas perçue de la même manière sur ces autres zones. Très clair, merci beaucoup. François-Xavier Ray, là, pour Orange, pareil, dans ce modèle d'organisation, on se tutoie, donc tu te reconnais par rapport à Orange ou il y a des choses différentes?
Non, bonsoir à Alors, il toutes faut et se à tous. démuter. Bonsoir. Oui, bonsour, vous m'entendez? Oui, c'est très bien. Bonsoir à toutes et à tous déjà, et merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation ce soir, et merci à l'Observatoire. Non, moi on va y venir, mais moi je pense qu'on se reconnaît bien dans ce qui a pu être mis dans l'étude, et même ça fait écho par rapport à ce qui vient d'être dit à l'instant par Paul, notamment sur l'autonomie. Peut-être très rapidement, sur la partie Afrique en tout cas, rappeler quelques chiffres pour Orange, Middle East Africa. Donc c'est 5,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 18 pays, 123 millions de clients, dont 28 millions de clients 4G. Et pour répondre très directement à la question, oui, il y a un modèle un peu spécifique. Alors, et c'est aussi ma casquette, parce que je suis en charge de la transformation. Et donc, on a lancé un programme il y a quelques années qui se nomme Kilimandjaro et qui était l'occasion de repenser l'organisation et le fonctionnement d'Orange MEA à travers deux axes. Donc, l'efficience opérationnelle d'un côté et l'ancrage africain d'un autre côté. Et donc, ça s'est traduit par plusieurs choses. La première, c'est la décision emblématique de nommer Aliou Ndiaye, l'ancien directeur général de la Sonatel, comme au Sénégal, comme le directeur général d'Orange Afrique Moyen-Orient, mais aussi des nominations comme celle de Yasser Sheker comme directeur général d'Orange Égypte, ou Aminata Ndiaye, notre directrice marketing, expérience client digitale, au sein du siège. Premier point. Deuxième traduction de cette stratégie, il y avait cette idée de créer une holding de plein exercice, dotée d'un conseil d'administration avec une autonomie de gestion. Et troisième point, et Jean-Michel, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'était vraiment l'idée de localiser dans cet ancrage le siège africain au Maroc. Et d'ailleurs, il y a une petite page dessus dans l'étude qui va être publiée. Donc, il y a vraiment eu ce choix de localiser et d'ancrer les activités ici. Donc, plus globalement, en fait, on a le groupe Orange qui joue le rôle d'un actionnaire, qui contracte avec Orange MEA les grands enjeux de la performance de la zone, et à charge pour Orange MEA de les décliner au sein des pays. Donc, les grandes orientations sont décidées par le groupe, plan stratégique, budget, les grands investissements, les opérations sur le capital, et charge à la direction générale d'Orange MEA du pilotage de la performance opérationnelle. Alors, concrètement, ça se traduit comment? Parce qu'on est sur des grands principes. Un, donc, c'est une entité autonome et de plein exercice, mais qui maintient vraiment les synergies industrielles avec le groupe Orange. Donc, l'idée, c'est vraiment de penser, en fait, à partir des réalités africaines et moyen-orientales, le continent, mais en bénéficiant évidemment de tout support du groupe. Là, je pense à la fibre, je pense à la 5G, la 4G et autres. Deuxième principe, on va dire un corporate concentré sur des compétences à forte valeur ajoutée au service d'une ambition. Donc, l'ambition d'Orange Afrique Moyen-Orient, c'est d'être l'opérateur multiservice préféré des populations africaines. Donc, pour ça, on a quelques fonctions à forte valeur ajoutée côté corporate et on pourrait y revenir plus loin. 3, et en complet écho à ce qui a pu être dit précédemment, c'est vraiment l'autonomie des filiales et l'idée de rapprocher la prise de décision des marchés et des clients. Et là, on applique un petit peu le principe de subsidiarité, quand on peut localement appliquer, enfin je pourrais donner des exemples, mais on applique de plus en plus ce principe de subsidiarité, donc même des arbitrages de CAPEX et autres qui pouvaient être faits dans le passé au niveau du groupe. Désormais, on le fait plus en local. Et 4, la mise en place de centres de services partagés sur le continent en grande partie, pour bénéficier en fait des synergies additionnelles, des économies d'échelle, pour développer notamment les compétences. Voilà, et j'ai bien dit que c'était sur le continent, c'était pas toujours le choix de nos concurrents dans les télécoms, mais il y a cette logique d'Orange Afrique Moyen-Orient d'ancrage. Bref, donc Orange Afrique Moyen-Orient, c'est 18 000 salariés, c'est une présence dans 18 pays, et une organisation qui nous semble adaptée sur le continent, avec un siège qui comporte des fonctions régaliennes assez classiques, finance, juridique et autres, et un support opérationnel dans certains domaines comme le marketing, l'IT. Des filiales, deuxième point, assez autonomes et parfois organisées en cluster, et ça je pourrais y revenir, et c'est cette logique de plaque que Mélissa a évoquée tout à l'heure, donc autour de la Côte d'Ivoire, avec 3 pays, autour de la Sonatel au Sénégal avec 5 pays, et ensuite des centres de services partagés, avec tout l'enjeu qui est de trouver le bon équilibre entre l'autonomie des filiales et des enjeux qui sont plus transverses à la zone à travers ces plaques. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ah, évidemment, j'étais en mute, donc c'est tout que tu peux avoir. Non, ma question était la même que pour Paul. Est-ce que chez Orange, c'est aussi, est-ce que les autres pays européens sont organisés comme l'Afrique? Est-ce qu'il y a un Orange Europe
ou vraiment l'Afrique, c'est un cas à part dans l'organisation d'Orange? Non, il y a un Orange Europe avec différents pays. En effet, il y a un Orange Europe. Il y a différents pays, on va dire grands pays, que ce soit la France, l'Espagne et autres. Et il y a une entité corporate Orange Europe. Mais après, il y a une organisation spécifique à l'Afrique, et notamment par rapport à cette logique de plaque, sur laquelle je pourrais revenir. Et il y a notamment un cluster capitalistique, on va dire, autour de la Sonatel, qui gère elle-même 5 filiales. Et ensuite, il y a un cluster capitalistique au sein de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, donc c'est Libéria, Burkina Faso. Et la Sonatel au Sénégal gère le Mali, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone notamment. Donc voilà, donc il y a vraiment cette logique de plaque qui est propre au continent. D'accord, merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Alpha Barry. Alors, le cas d'Atos maintenant. Comment chez Atos sont gérées ces relations siège-filiale? Surtout que Alpha, tu as une spécificité, c'est qu'aujourd'hui tu es PDG, de toute cette zone. Avant, tu étais le directeur financier, donc tu as bien vu les slides, il y a cette dimension contrôleur des filiales. Alors, est-ce que Atos, c'est un peu ce qu'on a décrit, ou vous avez des modèles un peu différents? Alors, juste pour préciser, tu as raison, j'étais jusqu'au mois de juillet cette année, j'étais directeur financier pour l'Afrique, mais aussi pour le Moyen-Orient et la Turquie. Donc, j'avais le spectre Afrique, Moyen-Orient et Turquie. Aujourd'hui, je suis en charge de l'Afrique, donc avec un cas spécifique, mais que tu as cité tout à l'heure, ou qui a été cité, c'est que dans le périmètre Afrique, il n'y a pas l'Égypte. L'Égypte est rattachée au Moyen-Orient pour des raisons culturelles, pour des raisons de proximité, etc. Donc, l'Afrique n'est pas dans mon périmètre géographique africain. Alors, Atos, en 2 mots peut-être pour les personnes qui ne sont pas familiers au groupe Atos. Atos, c'est 110 000 personnes, c'est dans 73 pays dans le monde, et c'est une entreprise qui est spécialisée dans le digital et qui fait à la fois la partie infrastructure, c'est-à-dire la production d'infrastructures informatiques, du HPC, High Performance Computing, aux serveurs très puissants que nous livrons à nos clients, et ensuite évidemment tout ce qui est en aval, les projets informatiques, de déploiement de RP, des projets de digitalisation d'applications pour nos clients. Voilà en gros pour Atos. Et pour l'Afrique, c'est environ 2600 personnes. C'est 2600 personnes avec une petite exception là aussi, c'est qu'on a environ 1000 personnes, un peu plus de 1000 personnes qui sont basées au Maroc, mais qui sont rattachées à la France pour des raisons spécifiques à des travaux qui sont liés à des projets de clients français. Et pour simplifier un peu le management des équipes qui sont basées au Maroc, elles sont rattachées directement à l'organisation France pour pouvoir répondre de façon plus efficace aux demandes des clients français au travers de Atos en France. Alors ça, ce sont les 2 spécificités, je dirais, c'est l'Égypte et puis cette organisation du Maroc en partie qui est rattachée à la France. Le reste de l'activité, donc environ 1000 personnes, l'essentiel des effectifs se trouve au Maroc. Donc, quand je dis le Maroc, c'est toutes les activités liées au marché local du Maroc. Donc, à la fois les marchés pour la partie infrastructure et les marchés pour la partie service. Et ensuite, le deuxième pôle d'activité de Atos, c'est au Sénégal, où il y a environ 430 ingénieurs. Et tous ces ingénieurs-là ont pour mission de travailler pour la région, mais aussi pour des projets offshore. Alors, pour répondre rapidement à la question de savoir si l'Afrique était organisée de façon spécifique, la réponse chez Atos, elle est très claire, c'est non. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis à Atos Sénégal, j'ai des process, une organisation qui sont les mêmes que si j'étais à Atos Germany, les mêmes que si j'étais chez Atos US. Donc, alors, c'est vrai que l'organisation d'une société de service n'est pas tout à fait la même que l'organisation d'une entreprise industrielle qui déploie un certain nombre de produits dans les filiales. Nous sommes par définition locales. Donc, nous avons une activité avec des clients locaux, même si la spécificité de l'offshore est un petit peu à part, mais notre vocation, c'est de servir les clients ici avec des process robustes, des outils robustes
qui sont fournis par la maison mère. Et donc, ces outils, ce sont des outils qu'on applique partout dans le groupe. J'utilise ici à Dakar ou au Maroc ou en Afrique du Sud SAP, et c'est un SAP qui est utilisé par tous les pays d'Atos dans le monde. J'utilise des process de qualité qui sont les mêmes qu'ailleurs. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que comme nous sommes quand même par définition des petites entités, les collaborateurs d'Atos disent souvent, écoutez, nous avons des effectifs, nous avons une taille qui n'est pas une taille suffisamment critique pour pouvoir déployer des outils qui sont lourds, entre guillemets, ou des outils qui sont contraignants pour des petites entités que nous sommes. Eh bien, la réponse d'Atos est toujours non. Nous n'acceptons pas le fait de dire que vous êtes petit, donc on vous met des règles plus souples ou des règles qui sont moins contraignantes ou moins rigoureuses. Donc, c'est une vraie politique d'Atos. J'ai travaillé dans d'autres groupes qui avaient des politiques différentes, c'est-à-dire qui mettaient en place, par exemple, SAP pour le groupe, mais des outils Sage ou autres plus faciles, plus souples dans les filiales de taille plus réduite. Eh bien là, non, c'est une organisation qui est globale et c'est une organisation qui décide, qu'on soit petit, grand ou moyen, on doit appliquer les mêmes process en termes de gestion de l'entreprise et les mêmes process en termes de qualité de délivrer des projets de nos clients. Voilà en gros ce que je peux répondre en quelques mots à la question, Jean-Michel. Merci beaucoup, c'est très très clair. Pareil, je veux aussi faire réagir Daouda Coulibaly, et avec deux casquettes. Daouda, peut-être d'abord votre propre expérience dans votre banque, une banque marocaine qui est en Côte d'Ivoire, parce que là pour le coup vous voyez le côté filiale, et après la même question par rapport aux échanges que vous pouvez avoir avec vos camarades d'HEC à l'UNI, à Abidjan. J'imagine que peut-être vous partagez ces différences d'organisation et si vous voyez des grandes tendances qui apparaissent. Daouda? Alors, oui, merci. Donc, vous m'entendez, c'est bon? Très bien. D'accord, ok, super. Donc, je voudrais donc remercier de l'invitation, donc l'occasion qui m'est donnée de participer donc à ce webinaire. Ce que je peux dire pour Attijari, donc c'est une banque africaine, donc essentiellement donc le capitaux marocain, donc qui s'est étendu d'abord sur l'Afrique, pour aujourd'hui présent dans une dizaine de pays à travers l'Afrique, et présent aussi avec un passeport de banque en Europe, donc avec l'agrément unique en France qui s'est étendu donc sur plusieurs pays. Donc, à la différence des autres, donc moi, je suis en fait donc une filiale africaine, enfin un groupe africain, et donc il y a bien sûr des relations aussi donc de maison mère, donc la maison mère au Maroc avec donc les filiales, forcément. Alors, j'ai aussi en fait donc l'avantage ou l'inconvénient d'être dans un secteur qui est assez réglementé, qui est la banque. Donc, du coup, en fait, donc au-delà de ce que même le groupe pourrait souhaiter, il y a en fait une réglementation qui est très stricte, qui demande en fait un certain nombre de mesures, un certain nombre de dispositions pour rendre la filiale autonome. Parce que en fait, même si vous appartenez à un grand groupe bancaire, mais quand vous êtes présent en Côte d'Ivoire, donc la Banque centrale et la Commission bancaire veulent s'assurer que vous êtes autonome et que vous êtes capable de faire face aux risques en fait qui concernent la Côte d'Ivoire. Donc là, il y a effectivement une autonomie donc de gestion avec tout ce qui va autour donc de la réglementation. Après, derrière, donc, les relations, elles sont avec la maison mère, elles sont, j'allais dire, de type classique. Attijari, en fait, donc, a adopté donc, un modèle très simple, c'est de créer, en fait, donc, au sein donc, la maison mère au Maroc, une direction, en fait, qui s'appelle la Banque des détails à l'international, qui, en fait, elle chapeaute l'ensemble des filiales à l'étranger. Et donc, vous avez, en fait, qui est divisée en deux. Une partie, en fait, qui s'occupe du Moyen-Orient et de l'Asie, pardon, de l'Afrique du Nord, Moyen-Orient et Asie, une partie qui s'occupe donc de l'Afrique subsaharienne. Celle qui s'occupe de l'Afrique subsaharienne, bien sûr, en fait, donc, c'est donc toute la partie UMOA et toute la partie CEMAC, donc Afrique centrale. Aujourd'hui, effectivement, il y a donc la réglementation, comme je le disais, impose aux grands groupes bancaires d'avoir une holding installée donc dans la zone UMOA. Donc là, si la réflexion les agréments ont été donnés, la réflexion est en cours, effectivement, pour créer cette holding-là qui devrait rentrer en fonctionnement dès 2021. Ce qui veut dire aussi donc créer une holding, lui donner en fait plus d'autonomie, donc de fonctionnement par rapport donc à la zone. Et donc là, ça va
totalement changé donc le modèle, qui était en fait plutôt un modèle de chacune des filiales vers donc le groupe, donc vers ABDI, qui sera en fait donc un premier niveau donc régional avant donc d'arriver donc au groupe. Ça, ce sera quelque chose donc de nouveau pour nous que nous allons donc implémenter donc en 2021. Alors maintenant, après sur tout le reste donc du travail, donc c'est la même rigueur bien sûr, donc la rigueur donc des grands groupes. En plus nous donc la cible pour ce qui concerne la cible, nous étions anciennement une filiale de Crédit Lyonnais, ensuite de Crédit Agricole. Donc nous avons en fait l'habitude de travailler avec des maisons mères donc qui sont relativement solides, qui sont relativement en fait organisées, qui obéissent à des règles. Et donc Attijari en fait n'a fait que poursuivre en fait cette dynamique là en gardant bien sûr donc les critères de gouvernance, les critères donc effectivement d'efficacité dans chacun des pays donc de présence. Après, donc derrière les discussions avec les collègues, avec les camarades donc HEC, chaque groupe a plus ou moins donc son modèle. On a parlé donc d'Orange. Effectivement, on a quelques camarades qui sont chez Orange. La Côte d'Ivoire a devenu un cluster, donc effectivement, ce qui est en fait très bien parce que ça permet effectivement d'aller beaucoup plus vite dans un certain nombre de décisions, dans un certain nombre donc, de plans de développement, dans un certain nombre de perceptions. Et ça aussi, c'est ce que je pense en fait que la création d'une holding par Attijari donc dans la région va nous apporter. Ça sera donc de sentir le marché régional parce que même si nous sommes tous africains, l'Afrique en fait a plusieurs réalités. Et effectivement, le fait d'être proche du terrain permet effectivement par moment d'être beaucoup plus réactif en termes de décision, en termes de stratégie, et en termes donc d'agilité. Mais comment on est entre nous? Il y a de l'écho. Comment on est entre nous, Daouda? Ça fait un écho un peu bizarre. J'espère que vous m'entendez. Quand on est entre nous, je voulais vous demander, vos camarades d'HEC à Abidjan, sans donner de nom, ça reste anonyme, mais certains travaillent dans les filiales de groupes françaises. Qu'est-ce qu'ils vous disent en majorité? Tout va bien avec le siège, ils sont pénibles, ils n'arrêtent pas de demander des reportings, c'est des vrais soutiens. C'est quoi la tendance de fond? Sans donner de nom, Alors, aujourd'hui, entre nous, oui, donc je ne donne pas de nom, mais bon, il y a en fait donc il y a les deux tendances dont je viens de parler tout à l'heure de modèle d'Orange. Je connais très bien donc le directeur régional Mamadou Bamba, qui est un ami avec qui je suis en réunion tout à l'heure du bureau du patronat, et donc qui pour lui donc effectivement donc l'organisation d'Orange tend effectivement à donner plus de moyens, à donner plus d'autonomie et plus donc d'agilité. Par contre, effectivement, on a donc d'autres collègues où effectivement c'est très lourd. Et parfois, en fait, donc l'inconvénient, c'est que les décisions sont prises à 6000 km à Paris, sans connaître la réalité de terrain et qui sont parfois pas adaptées parce que c'est quand même des marchés totalement différents. Autant le marché, en fait, le bancaire en France est mature, autant, en fait, en Afrique subsaharienne, il peut encore rester, bon, vous avez compris que je parle de banque, il peut encore, est encore, donc, avec des marges de progression donc, qui sont donc très énormes, puisqu'on a un taux de bancarisation de 20%. Donc, il y a encore tout à faire. Au-delà de la banque, il y a d'autres groupes comme ça aussi où, effectivement, être sur le terrain, être plus proche, organiser donc en holding avec une holding dédiée permet effectivement donc de sentir les choses et d'être beaucoup plus efficace. Et donc, parce que les marchés, encore une fois, sont totalement différents. On ne peut pas en fait copier une stratégie et la plaquer en fait sur une zone où il y a en fait du potentiel, il y a du développement, il y a tout à faire. Et il faut parfois prendre juste des risques, un peu de risques, accepter de prendre un peu de risques pour en fait donc récolter donc les dividendes. Et donc ça, effectivement, on a beaucoup de camarades qui se plaignent de la structure, de l'hyperstructure de leur groupe qui fait qu'il n'y a pas très de souplesse et pas très d'agilité. Merci beaucoup. Mais c'est intéressant d'avoir le retour du terrain. Justement, pour aussi avoir une autre analyse, je vais passer la parole à Laïssa. Déjà, présentez-nous qui est un lab, parce que je ne pense pas que tout le monde connaisse, donc c'est le moment aussi de présenter l'activité. Et vous, je voulais aussi avoir votre point de vue. Vous travaillez avec des grands groupes, des L'Oréal, des Danone et autres sur l'innovation. Comment vous voyez cette relation entre les filiales avec qui vous travaillez, le siège, voilà. Comment vous voyez ça vu de l'extérieur? Merci d'abord, bonsoir à toutes et à tous et merci pour cette invitation à participer à ce webinaire. Alors effectivement, je dirige Kinaya Ventures, qui est une plateforme d'innovation et d'investissement qui connecte les startups aux grands groupes et aux investisseurs. Et dans ce cadre-là, effectivement, on voit se côtoyer les deux modèles, en fait, deux modèles de relations entre sièges et filiales. Et nous, ça nous impacte dans le cadre de nos relations, en fait, avec ces clients-là.
Il y a des modèles qui sont très centralisés, mais toutefois, dans ces modèles centralisés, donc autour d'une direction Afrique qui est pas nécessairement basée dans notre zone, ça peut être en Afrique du Sud, mais ça peut être aussi ça peut être en Europe ou même parfois avec avec des organisations où c'est centralisé au niveau des États-Unis. Donc ça a des, c'est-à-dire qu'en fait en termes de lourdeur, ça peut avoir des impacts. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a certaines organisations centralisées avec des personnes en fait qui sont tout le temps en Afrique. Donc parfois on a des interlocuteurs qui sont tout le temps sur le terrain et qui remontent suffisamment rapidement l'information pour qu'il n'y ait pas trop de friction. Je dirais ça comme ça. Donc il y a même dans le modèle centralisé, il y a des modèles en fait qui s'appuient sur des gens du terrain. Après, ce qu'on voit de plus en plus, nous, c'est des organisations qui sont décentralisées. Donc, par exemple, on a parlé tout à l'heure de la logique de cluster. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus avec des clusters. Donc, alors parfois, c'est soit des clusters linguistiques, donc autour de l'Afrique francophone, subsaharienne francophone, avec cluster Abidjan. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des clusters un peu plus différents. Par exemple, on a des clients qui ont des clusters basés au Ghana. Et donc tout ça impacte la relation au quotidien en fait avec ces clients-là. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que sur les questions d'innovation, donc nous qui sont au cœur de ce que nous faisons, parfois c'est pas nécessairement les directions opérationnelles sur l'Afrique en fait qui sont en charge. Il y a souvent, même quand cette direction en fait sont nos clients, elles demandent l'avis en fait d'une direction innovation qui très souvent cette fois-ci est basée au siège. Et alors du coup, pour travailler donc dans l'innovation, il n'y a pas beaucoup en fait il n'y a pas tant que ça de grands groupes dont les directions innovation sont régionalisées. Je dirais ça comme ça. Non, merci beaucoup. Justement, je voudrais, et puis après on passera à la deuxième thématique qui est plus RH. Une dernière question à François-Xavier, parce que finalement on a 3 groupes du CAC 40 ici, 2 dont les directions Afrique sont plutôt en région parisienne, et le cas d'Orange est particulier parce que depuis maintenant un peu plus d'1 an, c'est à Casablanca, donc sur le continent. Et j'avais 2 questions. Déjà, est-ce que ça a été un choix évident, facile de dire on va de Paris à Casablanca? Est-ce que ça s'est fait facilement, et choisi facilement Casablanca par rapport à d'autres villes? Et deuxième question, est-ce que ça veut dire que tout le pouvoir, entre guillemets, de la direction Afrique est à Casablanca, ou il y a des logiques de cluster comme ça a été évoqué ici, ou d'autres répartitions? Hop. Si je me démute. Donc, est-ce que ça a été un choix facile? Oui et non. Enfin, après, ça a été une étude sérieuse qui a été faite pour voir quel était l'endroit qui était le plus pertinent sur le continent pour porter les enjeux de l'Afrique, donc avec notamment des enjeux de compétences locales, de stabilité, de hub aérien, etc., etc. Et aussi de présence sur le pays d'un siège Orange. Donc, du coup, il y a un certain nombre de critères, et ça s'est fait de manière assez sérieuse à travers différentes études. Après, pour répondre à la question, donc le siège, il est vraiment entre Casa et Paris, avec la volonté d'ancrer donc le siège sur le continent. Concrètement, le directeur général, donc Alioune Diagne, est basé sur le continent à Casablanca, avec notamment son adjoint qui est en charge des opérations et la très grande partie du comité de direction, et reste sur Paris côté siège, quelques équipes dont l'expertise est vraiment adossée aujourd'hui au groupe, notamment sur la technique, voilà, ou celle en relation avec l'actionnaire. Après, sur la partie organisationnelle, donc il y a vraiment 4 zones. Il y a la zone, on va dire, Middle East Nord-Africa avec 4 pays, les 2 clusters que j'ai évoqués tout à l'heure autour de la Côte d'Ivoire, de la Sonatel, et une autre zone autour de l'Afrique de l'Est et centrale. Et à côté de ça, donc on a vraiment des centres de services partagés, avec sur la technique, donc un Radio Engineering Center sur tout ce qui est, on va dire, activité radio, dans les télécoms, vous savez, tout ce qui est activité radio, et avec des enjeux exponentiels sur la data mobile. Donc, on a créé un centre d'expertise et de compétences sur Rabat. On a tout ce qui est sécurité
un Security Expertise Center sur Abidjan, enfin Sécurité IT avec des enjeux grandissants. On a des centres mutualisés en termes de marketing sur Amman et sur, donc pour la partie, on va dire, Middle East, Nord Africa, et sur Abidjan, pour la partie Afrique subsaharienne, sur tous les enjeux, on va dire, data. On appelle ça des data squads chez nous, dans notre jargon. Mais c'est vraiment des pôles d'expertise data qui vont vraiment travailler avec des experts sur différents sujets pour les filiales. Et après, il faut quand même pas. Et on a évidemment des centres mutualisés côté financier, que ce soit les ERP pour la zone, et là on bénéficie de compétences qu'il y avait au Sénégal, donc c'est basé à Dakar. Et après, il ne faut pas oublier aussi, quand je parlais tout à l'heure de synergie industrielle avec le groupe, on bénéficie aussi de ces synergies industrielles. Et concrètement, donc avec Bain, qui est l'entité achat du groupe, donc et ce qu'on a fait dans le cadre depuis 2 ans de la transformation, c'est qu'on a créé une équipe achat dédiée Afrique, Moyen-Orient chez Bain, donc équipe transverse multimétier, qui va elle mener par rapport en écho à ce qui a été dit un travail vraiment de proximité par rapport aux pratiques achats et autres, et acheter au plus juste et vraiment adapter nos réflexes achats. Et on a généré l'an dernier 160 millions d'euros d'économies grâce à cette structure, et vraiment cette logique d'adaptation au contexte local. Voilà, donc là, donc il y a vraiment une présence géographique, de la mutualisation, mais aussi évidemment l'appui du groupe et des synergies industrielles. Voilà ce que je pourrais dire en réponse à ta question. Non, merci beaucoup, c'est très très clair. Je vous propose de clore maintenant ce chapitre sur l'organisation. On pourra y passer tout le webinaire tellement c'est un sujet riche et qu'il y a plein de cas de figure différents. D'ailleurs, merci à tous pour vos témoignages parce que ça a très bien illustré. Et maintenant, je vais repasser la parole à Mélissa. J'ai vu qu'elle était partie, qu'elle est revenue. J'espère qu'elle est toujours avec nous. Je suis là. Eh ben, c'est parfait. Donc, on va passer sur la deuxième thématique. Là, on va rentrer plus précisément sur tout ce qui est ressources humaines, gestion et valorisation des talents au sein de ces différentes entreprises. Donc, Camille, si on pouvait remettre les slides pour présenter les 4-5 slides de synthèse de l'étude. Et Mélissa va vous les présenter. Donc, juste en attendant que la présentation s'affiche à nouveau, donc comme disait Jean-Michel, le deuxième axe qui a été étudié dans le cadre de cette 11e édition de l'EDI était celui des nouveaux paradigmes RH et de la valorisation du capital humain. Donc, nous avons regardé comment les entreprises françaises aujourd'hui se réinventent pour ce qui est d'attirer et de retenir le capital humain en Afrique, mais également d'attirer les talents qui seraient hors de l'Afrique sur le continent. Du coup, est-ce qu'on peut projeter la présentation, s'il vous plaît ? Je sens que ça arrive. Voilà. Parfait. Donc, à partir de la slide 14. Merci. Donc, on parlait tout à l'heure du capital, des ressources qui sont dans ces filiales. Aujourd'hui, et ça fait déjà un bon moment qu'on en parle, des RIPAT, c'est quand même une tendance qui est bien établie au sein des acteurs que nous avons interrogés, dans la mesure où 79% des entreprises interviewées recrutent des RIPAT. Qu'est-ce qu'on entend par RIPAT ? Finalement, on peut distinguer 2 grandes typologies de RIPAT. Les personnes qui sont nées sur le continent africain, mais qui ont fait leurs études à l'extérieur du continent et qui, à un moment, reviennent y travailler, pas forcément dans leur pays d'origine, d'ailleurs. Et la deuxième sous-catégorie de RIPAT serait les personnes nées d'origine, d'ascendance africaine, nées à l'extérieur du continent, qui ont étudié à l'extérieur du continent et qui reviennent s'y installer. Donc aujourd'hui, c'est quand même une tendance, ça fait quand même une dizaine, voire une quinzaine d'années que les entreprises françaises s'y interrogent. Elles se sont mieux rodées dans leur processus d'attractivité de ces profils et elles mettent en avant 2 principaux bénéfices associés au recrutement de ces profils, à savoir les hard skills, bien évidemment, les compétences, mais également les soft skills, donc la capacité vraiment
contextualiser et avoir une compréhension des spécificités locales. Ça fait écho à ce que Daouda évoquait tout à l'heure, donc vraiment prendre des décisions adaptées au contexte. Et je pense d'ailleurs que sur le panel, on a un certain nombre de personnes qu'on pourrait mettre dans la catégorie de RIPAT. Si on passe à la slide suivante, donc qui est à l'écran, les entreprises, c'était la bonne slide, avec le 84%. Merci. Les entreprises ont également renforcé leur politique RH sur le plan valorisation du capital humain local. Et pour cela, elles s'appuient sur deux grands leviers. Un levier d'abord interne, au travers du développement de catalogues de formation. Donc 84% ont des catalogues de formation qui, la plupart, sont eux-mêmes hybrides, à savoir des formations transverses, donc dispensées au niveau groupe, puis des formations spécifiques donc par rapport aux besoins du marché, par rapport au cadre réglementaire, par exemple. Et ces formations sont également l'occasion de partager les expertises avec les collaborateurs au niveau groupe. Et le deuxième levier est plutôt là un levier externe, via notamment des politiques de stage et des partenariats avec des institutions de formation locales. On voit là une fois de plus que les acteurs interviewés sont bien avancés sur ce type de partenariat. Si on passe à la slide suivante, on a évoqué jusque-là sur cette partie les profils des personnes qui étaient recrutées, comment est-ce qu'on valorisait leur montée en compétences, leur gain en compétences complémentaires une fois qu'elles sont sur leur poste. Maintenant, quels sont les outils utilisés par les entreprises françaises pour les retenir? Et donc là, dans le top 3, on a tout d'abord les perspectives en termes de mobilité géographique et ou fonctionnelle. Donc 72% des acteurs que nous avons interrogés proposent des parcours de mobilité à leurs salariés. Des parcours de mobilité qui peuvent être du coup sur d'autres pays africains, mais également la possibilité d'avoir des expériences sur d'autres continents. Le deuxième critère, le package attractif en élément complémentaire, qui fait écho en fait au troisième critère, à savoir le niveau de rémunération pur et dur par rapport aux standards du marché. Donc Jean-Michel, je te repasse la main pour les questions à nos panélistes. Merci beaucoup, Mélissa. Vous voyez qu'il y a plein d'informations, c'est super intéressant. Alors, on ne va pas pouvoir aborder tous les sujets, parce qu'encore une fois, on ferait 2 heures là-dessus. Moi, je voudrais proposer trois petits focus précis à nos intervenants. Alors, peut-être d'abord Alpha Barry et Daouda d'ailleurs. Commençons par Alpha. Quelle est la réalité de ce qu'on appelle l'africanisation des entreprises? Alors, quand je dis africanisation, c'est le terme générique, mais en Angola, on parle d'angolisation, etc., etc. Voilà, est-ce que c'est une réalité aujourd'hui dans les grands groupes, hein, j'entends, ou est-ce que c'est encore de la théorie, ou c'est vrai mais sauf pour le PDG, le DG, le DAF, voilà. Quelle est la réalité de cette africanisation, si je pense un néologisme qui n'est pas très joli? Alors, écoute, je vais répondre d'abord pour Atos, et puis je répondrai un peu sur les clients et les partenaires que je vois. Juste pour te donner une anecdote, il y a 3 jours, j'ai rencontré une société d'assurance ici au Sénégal, le directeur général de Sonam, une société d'assurance qu'on était allé voir pour présenter un peu l'offre d'Atos. Et il nous a dit, je voudrais savoir si vos experts, si la plupart sont étrangers et que finalement, à Dakar, vous n'avez pas les expertises qu'il faut et que vous faites appel à des experts à l'étranger, etc. Et il m'a demandé quel est le ratio d'expatriés ou d'experts internationaux que vous avez. Et ma réponse était très facile, le ratio, c'est 0. Ou alors, c'est 100% de Sénégalais et d'Africains. Alors, je lui ai quand même dit qu'il y a une exception. On a un client français pour lequel on travaille à partir de Dakar, qui nous a dit, moi, je veux faire venir un de mes collaborateurs dans les locaux de Atos Sénégal pour qu'ils puissent valider avec vos équipes les différentes étapes de développement des projets que nous vous avons confiés. Donc, ce garçon, ce jeune homme, ce monsieur qui s'appelle Jean Lin est effectivement expatrié, basé dans nos locaux, mais c'est notre client, ce n'est pas notre employé. Bon,
tout ceci pour dire quoi? Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Hein. Là aussi, il faut pas se vanter de situations qui sont le résultat de plusieurs années de développement de nos collaborateurs. Mais il se trouve quand même aujourd'hui que moi-même d'origine sénégalaise, les équipes à Dakar, 430 personnes, toutes sénégalaises. Au Maroc, Safia Faraj, marocaine, dirigeant 400 Marocains. En Côte d'Ivoire, Boukari Ouedraogo, dirigeant une quarantaine d'Ivoiriens. Alors, quand je dis Marocains ou Ivoiriens, disons Africains, parce qu'à Dakar, on a des Camerounais, on a des Togolais, on fait appel à des ressources africaines partout où on peut. Et on a quand même une exception, on a un expatrié qui dirige notre filiale en Afrique du Sud, que tu connais bien, Yannick Tabanon, mais Yannick Tabanon qui connaît la culture africaine aussi bien que moi, donc ce n'est pas une question de nationalité, c'est une question de bien connaître le contexte du pays. Bon, pour ne pas monopoliser la parole longtemps, pour moi, quand on parle d'africanisation, ce n'est pas théorique, ce n'est pas sur le papier, c'est absolument la réalité, en tout cas pour la société à tous. Alors, quand je vais voir mes clients, j'ai rencontré la Société Générale, j'ai rencontré d'autres clients qui m'ont dit, tu sais, Alpha, c'est pas parce que tu vois des expatriés que l'ensemble du management est expatrié. Et en fait, là, c'est vrai aussi que on peut avoir dans des niveaux de responsabilité assez hauts, par exemple, le patron de toute la clientèle sur la Société Générale ici à Dakar, qui est un Sénégalais, mais qui est un adjoint, qui est expatrié, parce que il faut bien que ça circule. On a une entreprise internationale, il faut que les employés puissent circuler partout. Donc, en gros, pour moi, l'africanisation, c'est quelque chose qui est vraiment sur le chemin, qui est en place maintenant de façon sérieuse. J'écoutais tout à l'heure monsieur de Orange qui donnait l'exemple du PDG Ali Ndiaye. Évidemment, pour nous tous Africains, c'est un exemple d'un modèle de quelqu'un qui est à l'ex-com d'Orange, son grand groupe international. Donc, je crois que vraiment aujourd'hui, il n'y a plus, il y a 20 ans c'était un peu plus compliqué, mais aujourd'hui, moi je crois que les entreprises ici, en tout cas ce que je vois, il n'y a plus ce complexe ou ces difficultés de dire on reste dominé par un management occidental. Moi, honnêtement, je ne le vois plus aujourd'hui, et quand je vois des expatriés qui travaillent avec des Sénégalais, c'est vraiment une fluidité, parce qu'il y a une sorte, c'est la compétence en premier qui est là, ce n'est pas le fait de dire je viens du groupe, donc je dirige la filiale. Alors, je vais m'arrêter là parce que je peux en dire beaucoup, mais en tout cas, moi, je considère que c'est une vraie réalité. Les formations, comme vous l'avez dit, et ce que vous avez dit tout à l'heure est parfaitement en ligne avec ce que je vois moi aussi. Donc, la situation, pour moi, elle est vraiment aujourd'hui, les collaborateurs africains, les collaborateurs expatriés travaillent, il n'y a plus de management destiné aux expatriés, et les postes un peu moins élevés dans la hiérarchie destinés aux équipes africaines. Ce que je peux juste rajouter, c'est qu'on a aussi beaucoup de jeunes Africains de la diaspora que nous faisons venir en Afrique. Et là, je dois dire que j'ai vu dans les différents slides les sujets de rémunération et autres, je constate quand même que beaucoup de jeunes de la diaspora, quand ils arrivent, je prends l'exemple du Sénégal parce que c'est assez particulier, la vie est très chère ici à Dakar. Donc en fait, quand un jeune vient de Paris, un jeune Sénégalais qui a un train de vie parisien avec un niveau de vie parisien, il pense qu'il va arriver à Dakar avec un train de vie qui sera bien supérieur avec ses mêmes revenus. Et la réalité, le logement ici, c'est extrêmement cher. Le transport, c'est compliqué. Quand on veut acheter une voiture, c'est compliqué. Donc, on a quand même, on souffre un peu du fait que les jeunes de la diaspora viennent avec un certain nombre d'idées préconçues qui sont logiques, parce qu'on peut se dire quand même, après tout, au Sénégal, c'est moins cher qu'en France. Eh bien, dans la ville de Dakar, qui est peut-être un microcosme, la situation est plus compliquée. Donc, on souffre un peu de cette situation qui fait que parfois on a des jeunes qui décident de repartir en Europe. Voilà, je m'arrête là.
Non, merci Alpha, c'était très très clair. Peut-être la même question à Daouda, avec peut-être un domaine chiffré. Est-ce que vous avez le chiffre de combien dans les diplômés d'HEC à Abidjan, enfin en Côte d'Ivoire, combien sont ivoiriens, combien sont français, etc. Je ne sais pas si vous avez la donnée démographique. Alors oui, question. Non, je n'ai pas les chiffres, mais je peux vous dire aujourd'hui, alors sur le chapter, nous avons en fait, donc, dans notre base de données à peu près 160 camarades. Sur les 160, on va dire en fait, il y a les 3 quarts qui sont ivoiriens. Donc il y a en fait un quart qui est français. Donc ça témoigne de ce que en fait disait tout à l'heure donc dans la présentation. Il y a beaucoup de répatres, donc des gens en fait, donc, qui ont fait des études à HEC, qui ont bossé donc en France, en Europe, un peu partout, et qui ont décidé donc de rentrer, de revenir donc en Afrique. Certains en Côte d'Ivoire, d'autres aussi. Alors, le chapter donc il y a de Côte d'Ivoire là. Quand je disais ivoirien, c'est pas tout à fait ivoirien. On a des Sénégalais, on a des Camerounais, on a en fait donc d'autres nationalités d'Africains, des gens en fait donc qui ont effectivement étudié à HEC, qui ont travaillé en Europe, un peu partout, et qui ont décidé donc de rentrer en Afrique. Et quand ils décident de rentrer, pas forcément en fait donc cette obsession de repartir dans son pays d'origine. Il y a d'abord l'envie de retourner en Afrique, et en fonction des postes, en fonction des postes, en fonction des challenges, en fonction du package, et ils peuvent choisir en fait donc de venir à Abidjan, d'aller à Dakar ou d'aller en fait à Douala. Donc ça cause pas en fait donc de problème. Donc c'est vraiment un phénomène auquel on assiste donc depuis une dizaine d'années, donc où beaucoup de gens donc rentrent, et ils se rendent compte aussi que quand ils arrivent donc en Afrique, ils ont beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de poids dans la structure pour laquelle ils travaillent, et ça aussi c'est quelque chose de valorisant par rapport en fait à l'occupation qu'il aurait pu avoir dans une grosse firme donc en Europe ou en Amérique. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est recherché. D'accord, oui. Maintenant sur la question donc effectivement donc de l'africanisation donc des postes, ça c'est un phénomène effectivement avec tous ces gens bien diplômés, bien formés, bien rigoureux. Donc c'est clair que ça va en fait ça va continuer donc à progresser. Aujourd'hui donc les groupes aussi se rendent compte que prendre effectivement un repat ou un Africain donc, qui a fait ses études donc, à l'étranger, qui a bossé, qui est formé aux standards donc, internationaux, qui a la même rigueur, qui a les mêmes exigences, qui a la même capacité donc, de rouler, de délivrer. Donc parfois, en fait, donc, quand c'est quelqu'un, quand c'est un repat, il coûte moins cher qu'un expatrié full plein. Donc oui, parce que bon, l'expatrié full plein, il y a d'autres questions de scolarité, de logement, de billets d'avion, de ceci, d'assurance complémentaire. Donc effectivement, tout ça mis dans la balance fait en sorte que il coûte effectivement plus cher. Donc ils essaient de trouver donc le bon mix entre à la fois donc trouver donc des expatriés, mais trouver aussi donc des gens localement qui sont capables donc de délivrer, de rendre donc le service. Donc ça aussi c'est un point donc qui est important. Si je prends l'exemple donc d'Atijari, qui est un groupe marocain qui a une expérience internationale peut-être plus jeune que toutes les boîtes qui sont là, parce qu'ils ont commencé à aller à l'international dans les années 2005-2006, donc ça fait à peine 15 ans. Donc c'est vrai qu'au départ, en fait, tout le top management était en fait marocain. Au fil des ans, et donc ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait de la capacité sur place. Et si je prends l'exemple la cible, le closing avec le Crédit Agricole s'est fait donc en décembre 2009. Donc moins de 2 ans après, donc je passais donc directeur général. Donc c'est-à-dire en fait, il y a vraiment une volonté de se dire tiens, on a découvert qu'effectivement, il y avait des gens qui sont capables de faire le job. Et donc, ce n'est pas la peine qu'on garde un Marocain qu'avec toutes les exigences qu'on peut avoir par ailleurs. Et surtout, en fait, que s'il connaît le terrain, il connaît en fait donc, le marché, c'est peut-être la meilleure personne. Et bon, j'espère qu'ils ne sont pas en fait donc regrettés. Je suis à mon poste depuis bientôt 8-9 ans. Donc, ça veut dire en fait que ça marche plutôt bien. Et ça fait en fait, on va dire, boule de neige parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, je prends donc le Crédit du Sénégal, et là aussi, c'est une Sénégalaise qui est passée donc patronne. Et donc, dans certains pays comme le Bénin, comme le Niger, comme le Burkina, c'est en fait donc des Africains et pas en fait qui ont remplacé progressivement donc les Marocains. Et donc là, c'est une démarche, une dynamique qui est en marche avec aussi donc l'organisation d'un groupe, de dire
qu'il faut en fait prendre la ressource là où elle est pour l'envoyer dans un pays où on a besoin d'elle, ou aussi la personne peut se sentir en harmonie et capable de donner le meilleur d'elle-même, plutôt en fait que de laisser la personne atteindre sur le plafond et de démissionner et parler dans un autre groupe. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, vous avez des Ivoiriens qui sont expatriés au Cameroun, qui sont expatriés au Gabon, qui sont expatriés au Sénégal et vice-versa. Et donc, ça aussi, ça permet donc, effectivement donc, de garder les cadres bien formés en interne et de leur offrir en fait donc aussi donc, des possibilités donc, d'évoluer. Merci, c'était très clair. Peut-être, alors je vais passer la parole à Paul. Voilà, c'est un double effet écho. Paul, alors peut-être aussi votre vision côté Suez, à la fois sur cette africanisation, quel que soit le mot utilisé, et peut-être aussi revenir sur le cas spécifique des données que montrait Mélissa. Hein, les expats, il y en a de moins en moins, les repats, il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez chez Suez, voire que vous encouragez, parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est les politiques des entreprises. Merci Jean-Michel. Chez nous, oui, je dirais que l'africanisation, c'est en cours aussi, mais je ne sais pas si c'est spécifique à l'Afrique. En fait, c'est plutôt un processus global au niveau de notre entreprise. On est, Monsieur Datos a dit, voilà, le service, bah, nous aussi, on est dans un service, c'est dans un service très local. Donc, il est vraiment important qu'on soit très local dans notre manière d'approcher les choses. C'est vrai que si on compare avec il y a 30 ans, qu'on était en train de faire des grandes conquêtes à l'international, le modèle a complètement changé. À l'époque, on imaginait énormément d'expatriés, etc., un peu comme monsieur était en train de dire sur Atis, Jarry, il y a 15 ans. Aujourd'hui, on est dans un modèle effectivement qui est en train d'évoluer complètement, où maintenant qu'on démarre un contrat, il y aura quelques expatriés, et puis au fur et à mesure que les équipes, qu'il y a un transfert de savoir-faire qui est fait, etc., on s'autonomise complètement en filiale et on va vers le minimum d'expatriés possible. Et donc, effectivement, maintenant, on est vraiment beaucoup plus dans le local, dans la formation des locaux, dans un esprit où il y a de moins en moins d'expatriés et que ça fait partie de notre stratégie d'être aussi local que possible. J'allais dire, sur le sujet REPAT, nous, on n'a pas de politique spécifique au sujet de REPAT. On ne va pas à la recherche spécifiquement de ces gens-là. Au contraire, chez Suez, notre politique de base, hein, au final, c'est plutôt la mobilité interne. Donc, on promeut des gens qui bougent, on promeut d'aller chercher nos candidats entre les gens qui sont déjà dans le groupe, qui connaissent la culture du groupe, qui sont formés au groupe. Et on est plutôt dans un esprit de mobilité interne. Et j'allais dire, peut-être que ce qui prime chez nous, c'est la biculturalité, c'est les gens qui sont binationaux, qui ont cette expérience de plusieurs cultures, idéalement les bonnes cultures pour les pays en question. Et c'est ça qu'on cherche, des gens avec des soft skills qui sont capables de s'adapter et de travailler dans ces pays et de s'intégrer dans l'environnement local facilement. Donc, on n'a pas une stratégie spécifique pour identifier les personnes du pays en question ou même d'une région de pays, mais oui, d'avoir des gens qui s'adaptent à ces pays-là. Très bien, c'est très très clair. Je reviendrai vers vous, Paul, sur les aspects plus RH dans un instant. Laïssa, quelle vision vous avez à la fois chez vous, mais aussi chez vos partenaires, justement, de cette question de l'africanisation, des expats, des repats? Est-ce que ce sont aussi des choses que vous notez? Alors, je voudrais dire simplement que moi-même, j'ai été RIPAT, j'ai été expatrié africain du temps où j'étais en corporate. Alors, je dirais que les choses ont beaucoup évolué, et quand je vois les générations en fait un peu plus jeunes, parce que moi j'ai été RIPAT il y a 20 ans maintenant, quand je vois les nouvelles générations, je dirais même que se pose la question de savoir où est-ce que les gens se demandent où est-ce qu'ils vont aller travailler. C'est pas nécessairement toujours dans des grands groupes traditionnels. Il faut savoir que les grands groupes traditionnels qu'on vient de citer et qui sont présents dans cette table ronde sont concurrencés par d'autres grands groupes plus jeunes qui sont aussi présents en Afrique. Je pense notamment à un de nos clients qui est Facebook. Et là, alors pour dire un peu les choses, quand je vois comment en fait ce genre de groupe en fait fonctionne, c'est pas tellement en fait, il ne se pose pas la question en termes de RIPAT ou d'expatriés, mais plutôt en fait ils vont regarder des gens qui sont bien formés, et quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, la compétence, et je pense que c'est Monsieur Barry qui parlait de cela, c'est d'abord la compétence qui prime. En réalité, je pense que c'est une tendance en fait de fond
qui est en train de vraiment une lame de fond, je dirais, une lame de fond. Et en fait, je ne vois pas en fait les choses revenir en arrière, d'autant plus que les gens, par exemple, vont aller à Stanford, à HEC, à l'INSEAD, etc. Et à partir du moment où il y a des compétences africaines ou des gens de la diaspora bien formés, je pense que le phénomène d'expatriation va aller en déclinant. Ce qu'on aura plus, c'est peut-être de la mobilité intra-africaine avec ce genre de profil. Et des gens qui partiront aussi en Asie, on le voit aussi, qui bougent, des Africains qui bougent partout dans le monde. Il y a des profils de plus en plus comme ça. Les Africains sont de plus en plus connectés, c'est normal. François-Xavier, plus homme des RH, donc c'est quand même un peu ta question. Moi, j'avais deux éléments. Déjà, tu peux sûrement réagir par rapport à tout ce qui a été dit, et par rapport au cas Orange, notamment sur tout ce qui est africanisation, expat, repat. Et puis, pour aller un cran de là aussi, c'est quoi les bonnes trucs et astuces d'Orange pour faire du recrutement de qualité en Afrique, de la fidélisation de qualité, comment on valorise les talents en Afrique? Alors, déjà par rapport à ce qui a été dit, peut-être pour donner un chiffre et en illustration, donc Orange, Afrique Moyen-Orient, c'est 18 000 personnes et c'est aujourd'hui 27 expatriés, alors qu'il y a 4 ou 5 ans, c'était 110 expatriés. Donc ça traduit bien en fait la tendance, et c'est peut-être la traduction de la montée en compétences, c'est ce qui a été, je pense, très bien dit avant, des talents du continent, à qui nous on souhaite évidemment donner toutes leurs chances, mais c'est un phénomène assez naturel, et ça, donc il n'y a plus de plafond de verre, ça c'est important, et ça se passe notamment, ça vient d'être évoqué, par des mobilités internes ou dans le pays ou intra-pays. Donc, par exemple, le directeur technique d'Orange Cameroun, c'est un ancien d'Orange Tunisie, la directrice financière d'Orange Burkina Faso, dans le cluster que j'évoquais tout à l'heure, elle vient donc de la Côte d'Ivoire. La même chose pour le directeur technique. Voilà, donc il y a cette logique vraiment de mobilité interne et donc dans localisation, d'africanisation, si on l'évoque. Alors nous, pour autant, nous on a un sujet à adresser, je le dis, c'est notamment sur les femmes au poste clé. Donc le tableau fonctionne bien globalement, mais par contre, si on a un sujet à adresser au niveau des femmes au poste clé, même si on a eu récemment donc la directrice générale d'Orange Sierra Leone, qui aux Africacom a été nommée CEO de l'année, même si la directrice générale d'Orange Côte d'Ivoire, il y a une directrice générale, donc une femme qui a été nommée sur Orange Côte d'Ivoire. Donc nous qu'on a appréhendé en ce moment, et puisque les quelques nominations que j'ai indiquées restent trop marginales en fait, par rapport à la politique que souhaite mon directeur général, donc mon chef Alioune Diaye. Après, pour répondre à la question, alors, je ne sais pas si c'est des astuces, mais en tout cas, dans la logique d'Orange, il y a la logique de valoriser le capital humain. Donc, en termes de management, donc on a des formations, Orange Campus, je deviens manager et autres. Donc ça, c'est ce qui a pu être évoqué dans l'étude aussi. En termes d'expertise technique, donc on a fait on a regardé une gestion stratégique des emplois et des compétences. On a identifié 7 nouvelles compétences clés, le cloud et autres dont on aurait besoin pour demain. Et par rapport à ces compétences, donc on a mis en place des programmes de 1 ou 2 ans dédiés à la formation des équipes. Et donc ça forcément, ça joue sur la fidélisation aussi, où les équipes peuvent dédier 1 jour ou 2 par semaine pour se former sur ces enjeux. Autre point qui peut être intéressant de citer, on a souhaité aussi confier des responsabilités transverses à certains membres de comités de direction de pays. Donc concrètement, par exemple, on est top employeur sur la zone, c'est le DRH d'Orange Égypte qui pilote la politique top employeur pour l'ensemble de la zone, voilà, parce que c'est une best practice en Égypte, et donc Emad et le DRH qui pilote pour l'ensemble de la zone. On a lancé des Orange Digital Center. Donc, les Orange Digital Center, c'est des programmes qui allaient dans un même lieu de la formation, passant par l'accompagnement jusqu'à l'accélération et l'investissement dans les startups. Donc, ce programme-là, il est piloté par la directrice de la RSE d'Orange Tunisie. Voilà, donc ça aussi, c'est peut-être un levier qu'on a développé, de confier une responsabilité transverse à l'échelle de la zone à un membre d'un comité de direction d'un pays. Et enfin, il y a une politique alors qui est vraiment poussée par
par Ali Ndiaye, notre directeur général. C'est notamment l'idée de confier des responsabilités à des millennials, donc qui vont apporter un regard neuf. Donc ça se passe aussi bien par l'identification de jeunes à potentiel qu'on va mettre sur des programmes de transformation, par exemple. Premier point. Deuxième point, ça passe aussi par leur confier des responsabilités avec une prise de risque. Donc, la CEO d'Orange Sierra Leone dont je parlais, avec les CEO avant 35 ans. Aux Africacom, il y a une personne, Aïcha Touré, qui a été nommée comme femme innovante de l'année la semaine dernière. Elle était membre du CODIR d'Orange Mali à 27 ans. Donc, ça aussi, c'est un vrai pari. À l'époque, c'était sous l'égide d'Alune. Donc, c'est un vrai pari aussi qui a été fait. Donc, deuxième point, c'est cette petite prise de risque pour aussi amener un regard neuf, bousculer les codes, ce qui n'est pas facile. Hein. Et troisième point, on a un programme par rapport à ce qui a été évoqué et à ce phénomène sur les millennials, d'aller recruter dans les grandes écoles, notamment sur les premières années, en leur proposant des parcours adaptés à leurs compétences. Et l'idée, c'est d'attirer ces jeunes chez Orange MEA, et en fonction de leur projet professionnel et de leurs compétences, encore une fois, c'est de leur proposer ensuite un poste adapté, mais à forte dimension business dans les filiales, dans un second temps. Et toujours l'idée, c'est d'amener des regards nouveaux hein, sur les sujets. Alors évidemment, tout en continuant à développer toutes les compétences dans la filiale. Et alors ça, je peux vous dire que ça bouscule hein, nos modes de recrutement, ça bouscule, ça demande une certaine agilité aussi pour intégrer ces profils. Et aussi, donc on monte des programmes. Lors de l'inauguration, par exemple, c'est eux qui ont posé des questions auprès de Stéphane Richard, le PDG du groupe. Donc, inauguration du siège, à Casablanca. Donc, c'est ces jeunes, cette dizaine qui ont pu poser des questions. Et donc, voilà, donc on a une quinzaine de jeunes cette année qui ont pu nous rejoindre sur un programme piloté par la directrice de cabinet d'ailleurs qui a fait HEC d'Alioune. Et derrière, donc, on a, je crois, trois personnes d'HEC qui sont venues, une personne d'Harvard qui est en train d'arriver. Enfin, voilà, on est en train vraiment de recruter sur cette cible millennials qu'on essaie d'adresser pour aussi apporter ce regard neuf chez nous. Voilà ce que je pouvais répondre à cette question, Jean-Michel. Merci beaucoup pour ce Xavier, c'était très clair, très précis. Peut-être pour terminer sur cette partie RH avant d'attaquer l'innovation, Paul, sur Suez, est-ce qu'il y a d'autres, qui est aussi un grand recruteur, hein, est-ce qu'il y a d'autres astuces, entre guillemets, ou bons principes hein, pour à la fois recruter ces talents sur l'Afrique et les faire rester chez Suez? Merci Jean-Michel. Bon, à la base, je pense que de toute façon, le plus important, c'est le projet d'entreprise. Si on veut attirer et retenir les talents, il faut qu'on ait un projet d'entreprise de l'avenir qui convainc les actuels, les futurs, les jeunes, ceux qui veulent rejoindre. Donc, bon, nous, on travaille évidemment pour, si je puis dire, essayer de sauver la planète, pour améliorer la situation de la planète. Donc, je pense que notre capacité avoir un vrai projet là-dedans et voir à l'avenir où est-ce qu'on veut aller avec ça, c'est très important. Je pense qu'il y avait un commentaire tout à l'heure qui comparait Facebook avec des grands groupes. Évidemment, Facebook avec tout ce que ça représente, je pense que ça fait partie de nos challenges aussi. Si on veut attirer les meilleurs, c'est effectivement de montrer pourquoi est-ce que notre projet est finalement aussi intéressant si ce n'est plus qu'un Facebook qu'un autre. Donc, je pense que ça fait partie des grands challenges sur lesquels on travaille pour attirer des talents. Et toute la partie et la composante RSE là-dedans est évidemment clé. Qu'est-ce qu'on est en train de faire sociétalement, environnementalement, etc., etc. Et donc ça, c'est un grand travail qu'on travaille avec eux. Et d'ailleurs, on est en train d'impliquer les jeunes et les nouveaux talents dans ces sujets-là pour qu'ils nous inspirent aussi, pour donner des idées, pour développer là-dessus et voir où est-ce qu'on veut aller à l'avenir. Donc pour moi, ça c'est un grand point. Après, bon, c'est clair que le monde où les locaux peuvent atteindre les sommets, c'est très important. Dans le passé, c'était peut-être pas ça. Aujourd'hui, c'est sûr que en montrant qu'il y a des parcours jusqu'au sommet pour prendre tous les meilleurs postes, ça c'est absolument fondamental pour donner envie à ces gens de rejoindre nos entreprises. Nous, on fait aussi pas mal de missions internationales, l'assistance technique, ça peut être participer à la préparation d'appels d'offres, ça peut être des missions pour démarrer un nouveau contrat quand ils ont besoin d'un coup de main, ça peut être la mise en place d'une nouvelle technologie. En fait, on s'organise pour donner de l'opportunité à des gens qui viennent d'un pays pour aller vivre d'autres expériences dans d'autres pays. C'est quelque chose de très enrichissant pour ces gens-là, je pense. Et ça va même plus loin. Dans notre entreprise, évidemment, on fait tout un exercice d'identifier et de reconnaître les grands experts dans les différents métiers au travers le monde. Et ces gens-là sont très valorisés
et on pousse ces gens-là à apporter leur expertise dans d'autres domaines pour qu'ils puissent vivre une expérience plus large. Donc, je pense que tout ça, c'est des bonnes manières de donner les avantages d'un grand groupe, si je puis dire. Bon, après, la mobilité, ça a été dit et redit, je pense que c'est très important. Le fait qu'on puisse donner des carrières variées avec beaucoup d'opportunités différentes dans différents pays, dans différentes zones, etc., je pense que tout ça, c'est évidemment très, très important pour attirer les meilleurs. Après, bon, je pense que le sujet formation et développement est au cœur de tout ça. Donc, on travaille beaucoup sur des sujets de formation et développement chez Suez, que ce soit dans nos contrats. Là, par exemple, on vient de s'installer au Sénégal. On est en train de mettre en place un nouveau centre de formation et de recherche pour la région où nous allons former des locaux, mais des gens qui peuvent venir d'ailleurs, dans les métiers de l'eau et de l'environnement. Bon, évidemment, on a tout un programme qu'on développe sur les formations. Les e-learning, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup en ce moment. On fait des partenariats pour développer dans la partie formation. On a même mis en place des solutions avec les universités. On a fait une chaire avec AgroParisTech et l'AFD où on finance une 50aine d'experts chaque année pour avoir une formation universitaire, master sur les métiers de l'eau. Donc on travaille beaucoup sur la partie formation aussi pour aider les gens à progresser dans tous les domaines. Et ça, c'est au cœur de notre travail tout au long des carrières de nos jeunes, et des gens au fur et à mesure qui progressent dans leur carrière. Donc la formation et le développement à tout moment, c'est clé pour nous. Voilà un peu. Merci beaucoup, Paul, c'est très clair. François-Xavier, tu voulais intervenir ou j'ai cru voir un geste, mais c'était peut-être pas pour ça. Non, d'accord. Ce que je vous propose, c'est de passer à la troisième partie. Alors, on va essayer de remettre les slides. Donc ça, je m'adresse à l'équipe d'organisation, Camille Mohamedou. Si vous pouvez remettre les slides pour que Mélissa vous présente la troisième partie, donc plutôt la partie innovation et organisation de l'innovation en Afrique. Et je te repasse la main, Mélissa, en attendant que les slides apparaissent. Merci Jean-Michel. Donc effectivement, dans cette troisième et dernière partie, nous avons interrogé les entreprises sur l'innovation. Donc l'objectif était vraiment de comprendre comment était organisée l'innovation pour l'Afrique et par comment où sont localisées les entités en charge de l'innovation, comment est-ce qu'elles interagissent, qu'est-ce qui est porté au niveau siège, qu'est-ce qui est porté au niveau filiale, qu'est-ce qui peut être mutualisé également entre les filiales. C'était vraiment le premier axe d'analyse. Le deuxième axe était plutôt sur les stratégies d'open innovation. Du coup, à partir de la slide 19, s'il vous plaît. Et le tout dernier axe qui a été analysé dans cette partie était celui du financement de l'innovation. Comment est-ce qu'elle est financée et qui porte les coûts associés à ces investissements. Il faut aller au slide 19, il y a toujours un petit temps de latence. Parfait, merci. Donc, contrairement aux idées reçues, nous, les entreprises que nous avons interviewées considèrent qu'il n'est pas particulièrement difficile d'innover, plus difficile d'innover en Afrique que dans le reste du monde. Donc, ce constat est partagé par 55% des acteurs qu'on a interviewés. On identifie un certain nombre de best practices, mais qui finalement ne sont pas spécifiques à l'Afrique. L'élément en filigrane étant de favoriser l'agilité, aussi bien dans la façon dont on s'organise, dans la localisation des ressources qu'on va mobiliser, et de réussir à faire tout ça en ancrant la démarche dans les environnements auxquels sont destinées l'innovation. Donc sur la slide qui est projetée là, les entreprises françaises aujourd'hui vont développer leur démarche d'open innovation qui s'avère être finalement mutuellement bénéfique, bénéfique aussi bien pour les écosystèmes entrepreneuriaux et d'innovation locaux, mais pour les filiales et les groupes français en général. Et les principales approches qui sont privilégiées sont la co-conception
et le corporate venture, à savoir là plutôt l'investissement, la prise de participation au capital de start-up. Si on passe à la slide suivante, je parlais tout à l'heure de quel sens pour l'innovation, est-ce que l'innovation est pensée en centrale ou dans les filiales, etc. 61% des entreprises nous remontent en fait qu'elles ont un modèle qui est hybride quand on pense innovation en Afrique, à savoir les filiales vont être à l'origine de propositions, mais le central également, et finalement l'innovation a un cheminement assez circulaire entre le groupe et les filiales, sachant que l'Afrique peut s'illustrer comme étant un terreau fertile d'innovation qui ensuite peuvent être réadaptés dans des filiales qui interviennent sur d'autres zones géographiques. Et enfin, la slide d'après, sur le volet financement, on retiendra aujourd'hui que finalement, les filiales adoptent une logique les groupes français, quand ils pensent innovation en Afrique, adoptent une logique de MVP, donc avec un financement qui est mutualisé entre le siège et les filiales. Donc, on développe un socle d'innovation qui, en général, est financé en centrale, et ensuite les spécificités, donc les besoins d'adaptation en local, vont être financés par les filiales qui en font la demande. Et j'évoquais tout à l'heure le corporate venture. Dans cette optique-là, certains groupes français peuvent s'associer avec des bailleurs de fonds. C'était notamment le cas de Schneider Electric qui s'associe avec l'AFD et donc qui a monté un fonds qui prend des participations dans des entreprises spécialisées sur les innovations dans l'énergie. Jean-Michel, je te repasse la main pour cette dernière. Merci beaucoup, Mélissa. C'est des résultats très intéressants. Donc, on va essayer un peu de faire réagir les uns les autres. Peut-être d'abord revenir sur un des premiers chiffres que tu as donné, les fameux 55% des entreprises ont dit non, pas de spécificité à l'innovation en Afrique. Je vais vous faire un peu réagir là-dessus. Mélissa, par exemple, est-ce que effectivement pour vous, innover c'est difficile, mais il n'y a pas de spécificité africaine, ou est-ce qu'il y en a finalement ? Non, effectivement, innover, c'est difficile partout. Il n'y a pas spécialement de spécificité africaine en tant que telle, si ce n'est que il est important, donc quand on est dans un processus d'innovation en Afrique, qu'on recherche à développer des produits qui sont adaptés au bas de la pyramide. Donc, alors, parce que quand on voit, donc quand je regardais un peu l'étude qu'on a eu en avant-première, il était question d'innovation qui arrivait en fait du siège, de produits innovants qui arrivaient du siège. C'est des choses qu'on voit vraiment de moins en moins. C'est plutôt une innovation différente, une innovation inversée ou une innovation systémique avec le recours à l'open innovation, comme partout ailleurs. Il y a peut-être, ce que je dirais, c'est que ces relations entre grands groupes et start-up ou acteurs des écosystèmes d'innovation sont probablement plus poussées en Afrique francophone en Afrique anglophone, qu'en Afrique francophone. Mais il peut y avoir des explications. Quand je prends par exemple le cas de Orange, qui est un groupe qu'on connaît très bien, Orange Ventures a investi dans une start-up fintech sud-africaine qui s'appelle Yoko, une start-up kenyane, Africa Stocking. Donc, ça veut dire que même les grands groupes français se rendent compte qu'il y a probablement plus d'acteurs intéressants en Afrique anglophone qu'en Afrique francophone, mais justement, il y a tout un challenge autour de cela pour développer un peu plus les écosystèmes start-up en Afrique francophone. Mais c'est vrai que les premiers écosystèmes d'innovation ne sont pas nécessairement localisés en Afrique francophone. Je me démute. Merci beaucoup, Lisa. Paul, quand on parle innovation, on parle souvent innovation digitale, leapfrog, etc. Je pense que c'est chez Suez, dans vos différents métiers, les innovations sont aussi d'autres natures. Donc, quelques exemples peut-être d'innovations dans les métiers de Suez en Afrique. Et encore une fois, est-ce que c'est des choses qui finalement sont faites pour le monde entier, ou est-ce qu'il y a des spécificités africaines dans l'innovation? Alors, effectivement, à la base,
Si on prend le secteur de l'eau, effectivement, on est en train de travailler sur des innovations au niveau mondial et on a des grands centres de recherche, j'allais dire, à long terme, qui peuvent être basés dans un certain nombre de pays, même si le même centre de formation auquel je faisais référence avant au Sénégal va aussi intégrer une composante innovation. Donc on y travaille sur l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, on est dans des métiers sur des contrats à long terme, finalement avec des clients où ça nécessite, pour répondre aux besoins des clients, qui sont les mêmes clients qui ont besoin d'eau, d'assainissement, de déchets, mais leurs besoins changent pendant ces 10, 15, 20 ans. Donc, on est obligé d'innover tous les jours dans nos métiers. Et comme je disais avant, c'est un métier très local. Forcément, là, l'innovation, pour y arriver, ça doit être fait localement. Donc, nos équipes sur le terrain sont en permanence en train de réfléchir à l'innovation pour répondre aux besoins, à l'innovation pour optimiser l'activité, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'innovation en local. Tu as raison aussi, Jean-Michel, l'innovation pour nous, c'est pas que technique. Ça peut être des business models, ça peut être en termes de RSE, ça peut être en termes de financement, parce que c'est un vrai sujet pour nos métiers en Afrique, c'est de faire en sorte que les projets peuvent être financés. Donc, on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Finalement, si on prend quelques exemples, un exemple dont on est très fier, c'est ce qu'on appelle un green landfill ou un centre d'enfouissement contrôlé qu'on a mis en place au Maroc, à Meknes, où l'une des problématiques auxquelles on fait face, qu'on développe un nouveau centre d'enfouissement pour traiter les déchets, mais en évitant tous les effets néfastes qu'on peut trouver avec des grandes décharges sauvages dans certains endroits en Afrique, c'est-à-dire qu'on collecte les eaux qui passent par ce centre pour éviter que ça pollue les nappes phréatiques, on collecte les biogaz qui sont produits pour éviter d'impacter la planète et même pour produire de l'énergie. Donc, on fait tout un exercice. Mais encore plus que ça, il y a un côté sociétal de ces projets-là, qui est que finalement, l'ancien site avait 200 chiffonniers dessus. Ces gens-là, c'est des gens qui vivaient dans la précarité, dans le danger, sur un site qui n'était pas contrôlé. Et finalement, nous, quand notre nouveau projet, notre innovation va être de dire, on va aller discuter avec eux, avec les autorités, et on va mettre en place finalement une structure de coopérative avec ces gens-là, où finalement, ils rentrent dans le structuré, l'économie normale, ils ont des vrais travaux, on va travailler avec eux sur la santé et sécurité, et finalement, on va donner toute une structure autour de ces gens-là, et je pense que ça fait le cœur de notre métier, c'est finalement, on est non seulement en train de penser à comment on traite les déchets, mais finalement de s'occuper de tout l'écosystème et l'ancrage local. Donc ça, c'est typiquement un exemple d'innovation qui ne va pas se faire partout dans le monde, mais dans des pays où nous on travaille, c'est très important et ça fait partie du cœur de l'exercice. Un deuxième exemple que je pourrais citer pour l'Afrique, c'est le sujet de recyclage des eaux usées. Donc aujourd'hui, le sujet eau, c'est un sujet planétaire, mais plus particulièrement en Afrique. Il y a des manques d'eau, je ne sais pas si vous suivez, mais en ce moment, il n'a pas beaucoup plu en Afrique ces derniers temps, donc il y a des crises dans un certain nombre de pays. Et plus les populations grandissent, comme on s'y attend en Afrique, et plus il y a le changement climatique, plus le problème va devenir important. Donc, travailler sur des technologies pour réutiliser les eaux finalement usées des ménages, c'est un sujet sur lequel on pousse pour faire des innovations, pour pouvoir justement changer la manière et donc recycler les ressources. Et un troisième exemple que je donnerai, c'est les projets d'infrastructure. Donc, historiquement, on travaille avec les bailleurs de fonds qui finançaient la partie construction, l'investissement dans une grande station de production d'eau potable ou un grand site de traitement. Et finalement, personne n'a vraiment prévu la problématique de comment est-ce qu'on opère pendant 20 ans, comment est-ce qu'on prévoit la maintenance préventive, comment est-ce qu'on prévoit toutes les solutions pour opérer ces unités pendant 20 ans. Et des fois, ça continue à marcher, mais des fois, ça manque. Donc nous, on est en train de pousser, travailler avec les bailleurs, travailler avec les clients, travailler avec les autorités pour trouver des solutions pour pouvoir sécuriser non seulement le grand investissement, mais pour pérenniser et rendre durable ces grands investissements avec des programmes pour s'assurer qu'ils pourront être exploités effectivement pendant 20 ans, 30 ans, le temps qu'il faut. Donc là aussi, c'est un exercice qui est plutôt adapté au marché africain sur lequel on travaille beaucoup. Donc, plusieurs exemples qui fassent qu'on adapte vraiment notre modèle pour ce qui se passe dans nos marchés localement. Merci beaucoup, Paul, c'était très très clair. Moi, maintenant, je voudrais demander à François-Xavier, à Alpha, à Daouda,
dans leurs entreprises respectives, comment est organisée l'innovation pour l'Afrique. Est-ce que tous décident depuis Paris, et se fait depuis Paris pour Orange et Atos, depuis Casablanca pour Attijari? Voilà. Est-ce qu'il y a des évolutions dans la manière dont on s'organise pour l'innovation en Afrique? Peut-être François-Xavier pour démarrer, et je vous rappelle à tous d'appuyer sur le bouton traduction aussi. Merci Jean-Michel. Donc déjà peut-être rappeler que l'organisation, elle peut être au service d'une ambition. Hein, donc permettez-moi de rappeler l'ambition Orange Afrique, hein, ce qui est de devenir l'opérateur multiservice, et le terme est clé, préféré des populations africaines. Donc outre les enjeux de connectivité, l'enjeu c'est aussi de répondre au potentiel du multiservice sur la zone. Donc je ne vais pas parler du taux de bancarisation en Afrique de l'Ouest, qui est inférieur à moins 15%, ou par exemple du fait qu'il y ait un Africain sur deux qui travaille dans le secteur agricole et un sur deux qui a un mobile, ce qui donne aussi un potentiel dans les services agricoles et autres. Et on sait que ne serait-ce que l'accès à l'information pour les agriculteurs peut améliorer leur rendement de 30%, par exemple. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de mettre en place une organisation pour répondre à cette ambition, avec l'idée que la proximité du terrain et des besoins locaux, donc elle doit être au cœur des innovations. Et par rapport à ta question, je pense que ce qu'on essaie de faire en tout cas chez Orange, c'est d'évoluer en fait d'un modèle qui était, on va dire, export, c'est-à-dire solution designée pour l'Europe et déployée vers l'Afrique, vers un modèle plutôt d'innovation et de développement en Afrique, par les Africains, pour les marchés africains. Donc si je suis peut-être plus clair, donc concrètement, on a mis en place un technocentre à Abidjan, donc pour répondre aux problématiques notamment d'Afrique subsaharienne. L'année dernière, on a nommé des Innovation Champions, donc c'est-à-dire c'est des personnes au sein de chacun des pays. Donc dans chacune des filiales désormais, il y a un Innovation Champion qui est une personne en charge de la roadmap, donc qui va prendre en fait ce que le groupe sait faire et bien faire. Je parlais de la fibre, la 4G, la 5G tout à l'heure, va prendre ce que la filiale sait bien faire, mais aussi va regarder l'écosystème local. Et donc là, c'est aussi en écho à ce qui a pu être dit par l'AISA, et d'intégrer cette roadmap pour regarder avec des startups locales et autres, et sur multiservice, on peut parler aussi d'Orange Énergie, ce type d'offre, ce qu'on va pouvoir développer. Donc on met vraiment des ressources locales garant de la roadmap innovation. Troisième point peut-être, c'est la création des Orange Digital Centers, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y en a 8 opérationnels qui seront opérationnels d'ici fin 2020, un par pays en 2021, avec la création du fonds d'amorçage aussi qui a été évoqué. Donc voilà, en termes d'organisation, on essaie aussi de créer à travers ce réseau des Orange Digital Centers plus de proximité et peut-être de développer l'écosystème, en particulier côté francophone par rapport à ce qui a pu être dit. Ce sujet de l'innovation et autres. Autre point peut-être, ne pas oublier les femmes et les hommes d'Orange Afrique Moyen-Orient. Donc on a là 27 millennials qui travaillent donc sur les transformations disruptives. Donc les millennials, je crois, de 11 pays. Et qui travaillent d'ailleurs, et c'est assez intéressant, puisque notre promesse est très sociétale, très RSE aussi. Et donc du coup, ils proposent de nombreuses initiatives sur ces enjeux-là. Et on y travaille. Alors après, l'idée, c'est quand même de conserver des synergies industrielles. On a la chance d'être adossé à un grand groupe, qui est le groupe Orange. Et donc là, je vais parler de travail de co-développement, les démarches d'inner source, de transfert de compétences, d'éclairage long terme, en matière de stratégie industrielle, sur la fibre par exemple. Et alors désormais, on a une relation peut-être plus claire, plus contractualisée avec le groupe. Il y a toujours cette idée, donc on bénéficie de l'écosystème local, et on y travaille, et aussi on s'adosse au groupe sur les sujets. Et enfin, la chance qu'on a sur le continent, c'est qu'on peut être à l'avant-garde des métiers de demain, notamment du groupe. Alors Jean-Michel, tu parlerais beaucoup mieux que moi des Leapfrog et autres, mais des innovations en fait qui ont été liées aux besoins des populations locales, qui ont été lancés il y a 12 ans, par exemple Orange Money en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ça représente une part importante des revenus. Donc, et la cross-fertilisation de ces services, elle peut être sud-nord, voilà. Et donc là, on travaille sur l'énergie, sur l'éducation, sur la santé, surtout en sortie de crise Covid. On voit que ces sujets-là sont prégnants, et tout ça est bien au cœur de notre stratégie Engagement 25. Voilà. Donc, on essaye de mettre en place une organisation au service de notre ambition qui se tourne de plus en plus dans le multiservice. Merci François-Xavier, tu avais raison de rappeler qu'une organisation, c'est au service d'une ambition et non l'inverse. Alpha, chez Atos, c'est un peu différent parce qu'on est sur un marché plutôt, un métier des marchés plutôt B2B.
Est-ce qu'il y a une place pour une innovation africaine dans de tels métiers? Alors, écoute, c'est un sujet, comme on a beaucoup de jeunes qui sont des jeunes qui sortent d'école, on a des jeunes qui sortent et qui ont plein d'idées. Donc, on a créé ici au Sénégal un laboratoire d'innovation que nous avons confié à un jeune qui s'appelle Mor Dioum, qui dirige ce laboratoire en plus des projets sur lesquels il travaille. Et en gros, on a défini trois axes qui ne sont pas très originaux, mais qui sont dans toutes les entreprises du numérique. On a défini 3 sujets, donc la blockchain, l'intelligence artificielle et puis l'IoT. Et ces jeunes-là, on a des jeunes stagiaires et des jeunes qui sont recrutés, qui ont un peu plus d'ancienneté. Ils travaillent ensemble, ils développent ensemble des petites solutions. Alors, c'est pas grand-chose pour le moment, c'est des petites idées. Là, je prends juste un petit exemple, c'est pour payer les impôts. On est en train de développer un petit, on appelle ça un voice bot, qui permet aux Sénégalais de payer des petits montants d'impôts à la Direction générale des impôts et douanes par la voix. C'est-à-dire qu'ils se connectent et ce n'est pas en tapant le montant, etc. Ils communiquent par la voix pour pouvoir faire les paiements de petites sommes. Et alors, on l'avait fait en français, et là, on est en train de le développer en Wolof, en utilisant des outils d'intelligence artificielle pour pouvoir… Donc, en gros, cette jeunesse-là, ces jeunes, on les met ensemble, ils travaillent ensemble, et Atos au Sénégal, c'est pas très vieux, ça date de 2015, et l'objectif, c'est de générer un certain nombre d'idées qu'on va pouvoir déployer et peut-être proposer à d'autres entités du groupe au total. Ça, c'est la partie locale. Sinon, au niveau global, Atos dispose d'un programme d'innovation qui s'appelle IT Challenge, dans lequel beaucoup de pays sont sollicités pour présenter des candidatures sur des projets. Et de temps en temps, on a des équipes africaines qui viennent présenter leurs projets à Paris. Et je me souviens, il y a 2 ans, c'était des jeunes Sénégalais, une start-up sénégalaise qui avait été primée et qui avait obtenu le second prix, pardon, pas le premier prix, et qui avait été remis à l'époque par Thierry Breton, qui était notre PDG de l'époque. Donc, ça existe, ça va se développer, et on a des jeunes qui sont pleins de motivation pour y aller. On ne t'entend pas. J'avais oublié de mettre la caméra, je suis désolé. Pas de souci, désolé, moi j'étais en mute. C'est un peu dur à la fois de jongler sur les boutons. Merci beaucoup, Alpha. Daouda, l'innovation, alors dans le secteur bancaire, c'est aussi encore un contexte différent, bien entendu. Tous décident à Casablanca ou il y a des choses à Abidjan ou ailleurs? Non, tout ne se décide pas à Abidjan. Donc, on est dans une approche bottom-up, mais aussi top-down. Donc, dans les 2 sens, en fait, en fonction effectivement, quand les équipes en filiale trouvent une bonne idée, donc elles le partagent. Donc, l'idée, c'est vraiment de réfléchir en groupe, c'est de réfléchir, en fait, pour l'ensemble des filiales, réflexion donc mutualisée. Et quand on a enfin une bonne idée, on la travaille, on la met en place, et quand on estime qu'on peut la partager avec les autres, donc on la remonte au siège, on la remonte aussi donc chez nos collègues des autres filiales, et vice-versa. Donc, il y a des idées qui partent donc de Casa, qui descendent vers les filiales, mais aussi donc des idées qui descendent, donc qui partent des filiales pour remonter vers Casa. Parce qu'encore une fois, même si c'est pas l'environnement européen, mais l'environnement bancaire au Maroc est beaucoup plus mature que celui en fait qu'on a en Afrique subsaharienne. Donc, il y a un taux de bancarisation qui est de l'ordre de 50%, plus de 50%. En Afrique subsaharienne, dans la zone UEMOA particulièrement, c'est en dessous de 20%. Donc, il y a et tout ce qui est en fait autour de mobile banking, il y a plus en fait donc d'engouement. Il y a eu plus d'engouement en tout cas avec Orange, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a eu plus d'engouement en Afrique subsaharienne qu'au niveau donc du Maroc. Donc, du coup, les idées sont parties d'ici pour aller vers le groupe. Donc, on est en fait donc dans une réflexion croisée et pas seulement donc dans un seul sens. Et donc, il y a les équipes de réflexion qui sont un peu partout. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'être plus proche des collaborateurs, des clients, de sentir donc les idées, de les travailler, de les mettre en route et puis donc de les partager avec le groupe. Donc, c'est une approche, j'allais dire, croisée, mutualisée et qui permet d'être beaucoup plus efficace. D'accord, merci beaucoup.